les performances des banques islamiques dans les pays du Golfe, si je ne me trompe pas. Le titre est tout en anglais, j'ai bien traduit. L'efficience et la relation entre efficience et performance. Voilà, des actions. Donc, dans les pays du Golfe. Ensuite, ça sera sur les ratios de solvabilité dans les banques islamiques, le cas de la Malaisie, la convergence entre finances conventionnelles et finances islamiques. Ça sera avec Hicham Mazri. La troisième intervention sera consacrée sur la cohabitation entre finances islamiques et finances conventionnelles en termes de rémunération de l'épargne, sera présentée par Sid Hassan Oubdi. Et ensuite, ça sera sur l'enjeu de la liquidité pour les banques islamiques. Donc, comment font les banques islamiques pour avoir la liquidité sur le marché? Ça sera pour... l'enjeu de liquidité. Pour Khotem Ben Fdidir. Et enfin, les banques conventionnelles et les banques islamiques, une sorte de comparaison qui sera présentée par Imam Hachek de l'Université de Tunis. Donc je vous laisse écouter les intervenants. Ensuite, il y aura un débat, des questions, des réponses et un dialogue sur les différents thèmes qui seront abordés par les intervenants. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence pour me donner la possibilité de présenter mon papier. L'objet de ce papier est d'analyser l'évolution de l'efficience des banques islamiques dans les pays du Golfe. Et dans une deuxième étape, je vais essayer d'analyser la relation entre l'efficience des banques et leur impact sur leur cours boursier. Cette présentation se déroule de cette manière. Tout d'abord, je vais commencer par donner un petit aperçu sur le secteur bancaire dans les pays du Golfe, puis les banques islamiques dans cette région. Après les objectifs de cette communication, une revue sommaire de la littérature sur la problématique d'efficience des banques et la problématique de la relation entre efficience et cours boursier. Je passe après sur la méthodologie, les données et le modèle économétrique. Je présente les résultats et je termine par des conclusions et des recommandations. Alors, concernant le secteur bancaire des pays du Golfe, le secteur bancaire dans ces pays-là est caractérisé par un ensemble de caractéristiques qui le distinguent des autres régions. Tout d'abord, c'est un secteur qui est largement dépendant du secteur pétrolier et il s'agit aussi d'un marché encore trop protégé. Malgré la libéralisation du secteur, il est encore protégé par la concurrence étrangère. La deuxième caractéristique, les activités de crédit sont essentiellement concentrées dans les secteurs de construction, l'immobilier et dans les crédits de consommation. Dans cette région-là, l'État ou les pouvoirs publics jouent un rôle très dominant. Concernant les banques d'une manière générale, les banques présentent une taille faible si on la compare avec les banques internationales. Ce secteur, durant la dernière décennie, a connu une croissance très développée suite à un ensemble d'événements. Tout d'abord, il s'agit d'un secteur, comme je vous ai dit, il est soutenu par les pouvoirs publics. Aussi, l'augmentation du prix du pétrole a engendré un ensemble de liquidités trop élevé. Je vous donne quelques indicateurs financiers. Presque l'ensemble des indicateurs ont progressé d'une manière, si vous voulez, exponentielle pendant la période de 2001 jusqu'à 2008 ou même année 2009. Si on prend le total des actifs, ils ont presque doublé de la période de 2003 à 2009. La plupart des banques présentent des ratios de solvabilité élevés, de l'ordre en moyenne de 20%.
Les ratios de rentabilité, le RE, le ROA et aussi sont supérieurs à la moyenne standard. Et le secteur bancaire a beaucoup investi dans les nouvelles technologies. Je passe après sur un petit aperçu sur les banques islamiques dans cette région du Golfe arabe. Généralement, les banques islamiques sont concentrées dans la région du Moyen-Orient et en Asie. Si on prend le total de bilan, ça représente à peu près les 2 tiers, 62% de l'ensemble des banques islamiques au monde. Ce secteur-là, il a connu aussi une croissance exponentielle, si on peut dire, de l'ordre de 35% pendant cette période-là, et même dans certaines périodes par année de 15 à 20%. Les potentialités de développement de ce secteur-là est trop élevé, surtout que maintenant, avec le développement des obligations islamiques, les soukouk, la plupart des projets sont accaparés par les banques islamiques dans cette région. Aussi, pendant la dernière décennie, il y a eu une innovation, si on peut dire, dans certains produits et une pénétration dans certains secteurs comme l'assurance, la CAF et la microfinance. Je passe maintenant étant donné que ce secteur prend un développement énorme, alors la question qui se pose, c'est d'analyser l'efficience des banques islamiques. Pour cette raison-là, je vais essayer tout d'abord de calculer ce qu'on appelle les scores d'efficience technique en utilisant la méthode de profit et la méthode non paramétrique de DOA, et ensuite d'analyser quelles sont les sources d'inefficience de ces banques. Dans la seconde étape, je vais essayer de faire la comparaison entre les banques sur le plan de la taille en termes d'efficience de coût et d'efficience pure technique. À la fin, je vais essayer d'analyser la relation entre l'efficience et leur impact sur la rentabilité sur les cours boursiers. Un petit survol sur la littérature dans cette problématique. Tout d'abord, la problématique ou l'analyse de l'efficience, c'est un sujet qui a été étudié depuis les 3 décennies, c'est un ancien sujet. Il a concerné seulement pratiquement les banques développées, en utilisant soit des méthodes paramétriques, soit des méthodes non paramétriques. Les études ont concentré soit sur un pays bien déterminé, soit sur un ensemble de pays. Pendant la dernière décennie, il y a eu des études qui commencent à concerner les pays en voie de développement, les pays en transition, surtout de l'Europe de l'Est. Pour la partie du Golfe arabe, il y a eu quelques tentatives ces dernières années, 2 ou 3 papiers pour la période de 2008 jusqu'à 2010, mais tout ce qui est la problématique entre efficience des banques et leur relation avec le marché financier, il y a quelque peu de papiers, et pour cette région-là, aucun papier n'a été, à ma connaissance, sur l'impact de l'efficience sur les cours boursiers. Concernant cette deuxième problématique, l'impact de l'efficience sur les cours boursiers, la littérature est un peu ambiguë. Un petit survol, les résultats trouvés, certaines études en Australie, en Chine, en Grèce ont trouvé que l'efficience a un impact positif. Pour certaines autres études, on n'a rien trouvé. Les cours ne changent pas en fonction du développement de l'efficience des banques. Il y a eu dernièrement une étude qui a distingué entre l'efficience de coût et l'efficience de profit, et elle a trouvé que l'efficience de coût n'a aucun impact, mais l'efficience de profit a un impact positif sur les cours boursiers. Maintenant, pour ce qui est de mon papier sur l'efficience des banques islamiques, la partie méthodologie, alors les données, les pays du Golfe, le GCC, comporte généralement 6 pays, le Bahreïn, le Koweït, Qatar, Saudi Arabie et les Émirats arabes et Oman.
Alors pour mon échantillon, j'ai écarté Romaine, étant donné qu'il n'existe pas de banque islamique dans cette région-là. Je crois qu'en 2011, en 2012, il va y avoir, mais pendant la période de 2003, la période de mon étude, il n'y a aucune banque islamique en Romaine. Alors l'échantillon de 25 banques islamiques, je reviens après pour l'échantillon, il existe plus de 25 banques, mais tout d'abord, j'ai éliminé certaines banques qui ne sont pas cotées, étant donné que dans une deuxième phase, je vais essayer d'analyser l'efficience, l'impact de l'efficience sur le cours boursier. Alors, certaines banques qui ne sont pas cotées à la bourse, alors je les ai éliminées. Aussi, j'ai éliminé certaines banques qui présentent des résultats extrêmes. Je vais expliquer après pourquoi des valeurs qui sont un peu extrêmes, qui vont biaiser un peu mon étude, je les ai éliminées. Alors, la période de 7 ans, de 2003 à 2009, 125 observations. Les sources des données, les bilans, les états de résultats sont issus de la BankScore, base de données très connue. Et pour ce qui est du rendement du marché et les rendements, les cours boursiers, c'est la base de données DataStream. Alors, concernant maintenant la méthodologie. La méthodologie, généralement, pour les études d'efficience, on a le choix, plus ou moins, on a le choix entre une méthode paramétrique et une méthode non paramétrique. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. Je vais faire, si vous voulez, un petit survol sur la méthode que j'ai utilisée, la méthode DEWA. La méthode DEWA présente un avantage, c'est qu'elle traite les données ou la base de données qui présente un échantillon qui n'est pas trop élevé. Étant donné que j'ai 25 banques, c'est mieux d'utiliser la méthode non paramétrique que la méthode paramétrique. Aussi, la méthode DEWA ne nous oblige pas à établir une fonction de production bien précise. Aussi, la méthode de DEWA a aussi un autre avantage, c'est qu'elle peut combiner plusieurs variables, des inputs et des outputs de différentes unités. Mais l'inconvénient majeur, si vous voulez, de cette méthode-là, c'est que cette méthode-là, elle ne tient pas compte des erreurs de mesure. C'est le premier inconvénient. Et cette méthode-là, elle fait un nivellement par l'eau. C'est-à-dire, lorsqu'on dessine la courbe d'efficience, si on a des valeurs trop élevées, alors la courbe, on va la tirer très haut. C'est pour cette raison-là, si on veut utiliser, on essaiera de ne pas avoir des données biaisées. Il faut éliminer les banques, les entreprises qui présentent des valeurs extrêmes. Il y a un travail en amont à faire lorsqu'on va utiliser cette méthode-là. Alors, je passe le temps vite. Alors, à partir de la méthode d'enveloppement des données, j'ai calculé 3 types de scores, ce qu'on appelle l'efficience technique. C'est, si vous voulez, la capacité de l'entreprise à transformer les inputs en outputs. Et pour calculer ce score-là, généralement, on doit utiliser deux méthodes, soit une orientation input, soit une orientation output. Alors, moi j'ai choisi l'orientation input, étant donné qu'on va fixer un output bien déterminé, et on va essayer d'arriver à ce niveau-là en minimisant les inputs. Alors, pourquoi j'ai utilisé la méthode input, étant donné que, d'après les études antérieures, les banques islamiques présentent un problème dans leurs ressources et dans leur maîtrise du coût. Le problème, c'est un problème du coût plus que d'un problème d'output. Cette efficience technique, on peut la diviser en deux types d'efficience, l'efficience technique pure et l'efficience d'échelle. L'efficience technique pure, si vous voulez, c'est la capacité de gérer techniquement les ressources de la banque ou de l'entreprise. Et l'efficience d'échelle, c'est on va essayer de voir est-ce que la banque ou l'entreprise opère à une échelle optimale. Alors, pour utiliser la méthode de DEWA, on doit aussi distinguer est-ce qu'on va utiliser la méthode d'intermédiation, la méthode de la valeur ajoutée, la méthode de coût. Dans les travaux récents, maintenant, on n'utilise pas ces méthodes-là, étant donné que les banques, le problème c'est comment on détermine la fonction de production de la banque. Étant donné maintenant que les banques, la partie
banque bilan, elle prend de l'essor. Pour cette raison-là, maintenant, les méthodes qui sont utilisées, on appelle la méthode profit-orientée, la méthode du profit, où les inputs, on va les assimiler à des dépenses, et les outputs, c'est comme les revenus. Alors, j'ai pris deux outputs, le revenu net d'intérêt et le revenu hors intérêt. Les inputs, j'ai pris 3 inputs, la charge personnelle, les dépenses opératoires et les provisions sur les crédits impayés. Alors, dans la seconde étape de mon papier, une fois que j'ai calculé les ratios ou les scores d'efficience, je vais essayer de trouver quel est leur impact sur les cours boursiers. Pour mon modèle, ma variable dépendante, c'est le rendement du titre. Les variables indépendantes, c'est une fois je vais prendre l'efficience du coût, l'efficience technique, pardon. Dans un deuxième modèle, l'efficience technique pure et l'efficience d'échelle. J'ai ajouté à mon modèle quelques variables de contrôle, le rendement du marché et 2 variables spécifiques à la banque, la taille de la banque mesurée par le logarithme du total asset, le total actif, et le ratio BM, c'est la valeur comptable des capitaux propres sur la valeur financière. Alors, pour ce qui est maintenant des résultats. Concernant la première étape, pour l'évolution de l'efficience des banques islamiques, alors on remarque que de 2003 à 2009, il y a eu, si vous voulez, une évolution de leur efficience technique et aussi une évolution de leur efficience technique de l'ordre de 12% pour l'efficience technique et de l'ordre de 13%. Concernant l'efficience d'échelle, c'est presque stagnant de 0,855, 838, il n'y a pas eu d'évolution de leur efficience d'échelle. La deuxième remarque, si on voit les années 2008-2009, on voit un peu une stagnation de leur efficience. On peut expliquer, si vous voulez, ce phénomène-là par, si vous voulez, la crise, étant donné que les banques islamiques ont été épargnées de la crise financière de 2007 en 2008, mais comme je crois que tous vous connaissez, que la crise financière a été développée et devenue une crise économique. En 2008, en 2009, la plupart des banques, soit islamiques ou non islamiques, ont eu un impact, la crise a eu un impact un peu négatif et quelques banques, même islamiques, leurs résultats a beaucoup diminué. Pour ce qui est de la comparaison entre les banques sur le plan de la taille, je reviens au tableau. Alors, on a trouvé que en termes d'efficience technique, les petites banques et les grandes banques sont plus efficientes que les moyennes banques. En termes d'efficience technique pure, les moyennes banques sont plus efficientes et aussi les grandes banques. En termes d'efficience d'échelle, c'est les petites banques et un peu les moyennes banques. Concernant maintenant la régression, où j'ai voulu analyser l'impact de l'efficience sur les titres financiers, les résultats montrent tout d'abord que pour le modèle 1 ou le modèle 2, j'ai utilisé l'efficience technique et le modèle 2, l'efficience technique pure. Alors, ces deux types d'efficience ont un effet positif sur le rendement du titre. Par contre, l'efficience d'échelle n'a aucun effet sur le rendement du titre. Pour les variables de contrôle, le rendement j'ai trouvé le signe attendu pour le rendement d'échelle, le rendement du marché, pardon. Il a un effet positif sur les titres. Par contre, la taille n'a aucun effet sur le rendement du titre. Le ratio BM, valeur comptable des capitaux propres sur la valeur boursière, a aussi un effet positif sur les titres.
avant de passer aux conclusions, pour le modèle, généralement, on utilise, il s'agit d'un panel. Alors, généralement, j'ai utilisé pratiquement les 3 modèles. Le modèle du moindre carré ordinaire, l'effet fixe et l'effet variable. On fait des tests auparavant pour déterminer est-ce qu'il existe des effets individuels. Une fois qu'on a trouvé qu'il existe des effets individuels, on peut utiliser soit l'effet fixe, soit l'effet variable en utilisant les tests de Haussmann. Je vais conclure. Je vais rappeler quelques résultats importants et puis je vais donner quelques recommandations. Alors, ce qu'on peut dire que les banques islamiques, leur efficience a augmenté de 2003 à 2009, mais ici, dans ce papier-là, je n'ai pas fait la comparaison, mais dans un autre papier, seulement pour votre information, lorsque j'ai fait la comparaison entre les banques islamiques et les banques conventionnelles, j'ai trouvé que les banques conventionnelles sont plus efficientes que les banques islamiques. Alors, on peut expliquer, étant donné que ces résultats sont très, très importants, on peut expliquer la supériorité, si on peut dire, des banques traditionnelles ou conventionnelles des banques islamiques par un ensemble de facteurs. Tout d'abord, les banques islamiques ne bénéficient pas des économies d'échelle. Si on mesure par exemple la taille des banques conventionnelles et la taille des banques islamiques, on a un rapport de 1 sur 3. Les banques conventionnelles sont 3 fois plus grandes en moyenne. Le deuxième facteur le plus important, c'est que les coûts d'exploitation dans les banques islamiques sont trop élevés pour plusieurs raisons. Il y a les frais de personnel qui sont aussi très élevés. Il y a aussi le prix du capital financier, étant donné que pour les banques conventionnelles, ils essaient d'accaparer le maximum de dépôts sans intérêt, mais pour les banques islamiques, il y a le partage du profit et des risques. Il y a aussi des coûts supplémentaires que les banques islamistes subissent, les sharia board, etc., sont des coûts supplémentaires. Il y a aussi, lorsque on va faire des contrats, que ce soit de musharaka ou mudaraba, il y a des frais supplémentaires, des études à faire, ce qui va engendrer un effet, si vous voulez, négatif sur l'efficience des banques islamiques. Alors, je reviens au papier pour aller un peu vite, que les banques islamiques sont sur le plan managérial inefficientes. Pour cette raison-là, elles doivent contrôler de plus leurs coûts. Aussi, ils sont inefficients sur le plan de l'efficience d'échelle. Alors, je passe directement à quelques recommandations. Tout d'abord, ce que j'ai remarqué dans cet article-là, aussi dans un autre article, que depuis 2003 à 2009, les pays du Golfe ont commencé par des restructurations financières des banques, alors la libéralisation a un effet positif. Alors, les autorités doivent continuer à faire ces restructurations financières pour les banques, pour le secteur financier. Les banques islamiques doivent entretenir des actions afin d'améliorer leur efficience. Plusieurs voies s'ouvrent. Tout d'abord, les banques islamiques doivent faire un effort d'innovation en termes de produits et en termes de sources de financement. Et aussi, une chose très importante, c'est que les banques islamiques doivent essayer d'augmenter leur taille, soit par des opérations de fusion ou d'acquisition. Alors, pour contrôler plus leurs coûts, les banques islamiques, aussi j'ai envoyé dans un autre article que si on calcule tout ce qui est investissement dans les nouvelles technologies, on trouve que les banques islamiques sont un peu en retard par rapport aux banques conventionnelles. C'est pour cette raison-là que les banques islamiques doivent investir dans les nouvelles technologies. Aussi, doivent trouver des méthodes adéquates afin de gérer bien leurs risques et aussi d'augmenter leur efficience par des actions qui concernent leur personnel. Il y a aussi une autre recommandation qui est un peu spécifique à la région du Golfe, c'est que les banques islamiques doivent élargir leur champ d'action
et ne concentrent pas seulement leurs services aux musulmans. Étant donné que dans les pays du Golfe, on a beaucoup des non-musulmans, on a une partie de la clientèle que les banques islamiques doivent essayer de saisir cette opportunité. Et aussi, la dernière recommandation, c'est que dans l'efficience, il y a des informations qui peuvent améliorer l'image de marque des banques islamiques sur le marché financier. Et merci de votre attention. Merci Samir pour cette intervention si intéressante qui donc, a touché à une problématique centrale dans les banques islamiques, à savoir l'efficience et la performance. Et je donne, j'ouvre le débat, je donne s'il y a des questions dans la salle, ensuite s'il y a des commentaires de part et d'autre. Est-ce qu'il y a un micro à la dame? Est-ce qu'il y a, voilà. Madame Tartar, le 7. Merci. Donc je remercie Samir pour la présentation. En fait, j'ai quand même un commentaire et une question. Donc, pour l'utilisation de la base de données Bansuko, donc vous avez défini comme input et output, non-interest income, interest income, non-revenue income, c'est l'équivalent des inputs qu'ils ont utilisés au niveau des banques conventionnelles. Donc, je pense que dans votre étude, vous n'avez pas tenu compte des spécificités de la finance islamique, donc et plus particulièrement des outputs comme les produits participatifs ou bien les coûts plus marge. Donc, comme recommandation, vous pouvez utiliser la base de données Ibis Online. Donc, c'est une base de données qui fournit des informations sur la finance islamique et c'est une base qui est gratuite et qui fournit des informations financières, la totalité des informations financières, tout en tenant compte des spécificités de la comptabilité islamique. Et ma deuxième remarque, c'est en ce qui concerne les méthodes de régression. Donc, on sait tous que les scores d'efficience sont des scores qui sont compris entre 0 et 1. Et au niveau de la littérature recommande l'utilisation de la régression groupée, bien de la régression sensuelle. Donc, vous avez utilisé des méthodes de panel standard. Et ceci pourrait expliquer en partie les résultats. Et je vous remercie. Merci, Mme Tata. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, c'est Ami. On a demandé la parole. Je n'ai pas fait attention. Vous aurez une minute de plus. Voilà. C'est pas de l'intérêt. Sans intérêt. Sans intérêt. D'abord, merci pour cette présentation. J'ai une remarque concernant la base de données utilisée. Plus fort, plus fort. J'ai une première remarque qui concerne la base de données que vous employez. C'est pas plus comme. En fait, j'ai essayé d'utiliser la même base pour une autre étude, mais le problème, c'est que les bilans que nous trouvons sur cette base sont homogènes. Ça veut dire en fait, on n'applique pas les normes de l'AOFI. Donc, oui. Effectivement, on utilise les normes de l'IFRS. Et donc, on ne peut pas voir les bonnes rubriques dans le bilan. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans l'actif ou dans le passif, on ne peut pas voir les comptes d'investissement participatif. Dans l'actif, on ne peut pas voir les comptes de Sharaka global, ainsi de suite. Une question concernant la période d'étude. En fait, vous avez utilisé la période du juin 2009. Alors que dans cette période, on trouve une période de crise. Ceci peut affecter, en partie vos résultats. Je ne sais pas. Et, en fait, vous avez dit que les crises affectent les banques islamiques de la même manière que les banques conventionnelles. En fait, sur ce point, il y a une littérature. En fait, la réponse est non. Il y a ceux qui trouvent que, effectivement, les banques islamiques sont affectées au même degré que les banques. En fait, la finance islamique est affectée au même degré que la finance conventionnelle. Et ils se basent dans leur étude sur la comparaison des performances des industriels, ce qui est faussé. En fait,
les résultats sont biaisés parce que les indices boursiers islamiques sont construits à partir des indices boursiers conventionnels et les critères de sélection ou de screening ne sont pas si pertinents que ça. Et il y a d'autres, comme l'OCDE, ils ont trouvé dans un rapport publié, je pense, en 2010, l'observateur de l'OCDE a trouvé que la finance islamique résiste plus face aux crises que la finance conventionnelle. Ok. Merci. Bon, merci. Dernière question, parce qu'on doit passer aux autres interventions, s'il vous plaît. Peut-être c'est le sujet. Il y a assez de Il y a l'élément de rejoindre tout à fait la remarque dans le sens que on n'a pas remarqué de spécificité de banque islamique dans la logique de votre travail. On a l'impression que vous utilisez des postes comptables pour des banques conventionnelles, vous appliquez pour des banques islamiques. Ma deuxième remarque, pourquoi la méthode des lois, pourquoi c'est pas la méthode des banques, c'est plutôt la remarque qui a été faite de mon collègue, pourquoi, si on voit l'évolution qui est faite dans les banques conventionnelles, on est passé de l'étape des lois à plusieurs autres étapes, particulièrement la méthode des banques. Et puis, une dernière exemple, peu de travaux de finance islamique s'intéressent à cette notion de risque. Et donc là, je me demande pourquoi, en fait, on est de ce côté, la notion de risque, à travers ces multitudes, donc quelque chose d'opérationnel, de crédit, de marché. Donc pourquoi on néglige toute cette partie, on a l'impression qu'en fait, les banques islamiques sont en conformité avec les accords. Merci. S'il vous plaît, parce qu'on a la toute dernière, mais vraiment 30 secondes. Voilà. Je m'excuse, je voudrais seulement savoir dans votre rapport, est-ce que vous avez amalgamé l'efficience et l'efficacité technique que vous évoquez fréquemment? Deuxième chose, quant à la recommandation que vous avez suggérée, je crois que l'objectif, le but et la finalité des banques islamiques, c'est de ne pas financer les produits prohibés.
Merci beaucoup. Donc je laisse Samir réagir à ça. Étant donné que les banques islamiques doivent présenter les bilans conformément comme les banques conventionnelles, et même s'ils n'ont pas conformément, les responsables de Banuscope prend par exemple pour les intérêts, ils calculent sur si vous voulez, les apports ou les dividendes qui ont été reçus par rapport à d'autres opérations islamiques et vous donne interest expenses. Alors le travail a été fait en amont. Alors lorsqu'on dit intérêt, étant donné que dans la Banuscope, elle fait une assimilation entre, si vous voulez, entre profits et intérêts. C'est-à-dire que ce ne sont pas des intérêts, mais ce sont, si vous voulez, des plus-values ou des profits des banques islamiques. Alors je prends la rubrique et je l'utilise. Étant donné qu'on ne peut pas disposer de bilan et faire le travail de Banuscope, elle, si vous voulez, facilite la chose. La deuxième chose, pour l'utilisation de DOA et de SFA, étant donné que mon échantillon il est très réduit, 25 banques, c'est généralement, on n'utilise pas la méthode par an. Je réponds un peu pour la remarque pertinente sur le problème de la technologie. Généralement, je l'ai utilisé dans un autre papier lorsqu'on parle des indices de mal mixte. Dans cette raison-là, on peut parler de productivité, mais non pas d'efficience. On prend 2 années et on compare avec les 2 autres années. C'est-à-dire que ça va être un autre calcul, je l'ai fait dans un autre papier, où on voit est-ce qu'il va y avoir un changement de productivité d'une année à une autre en calculant ce qu'on appelle les indices de Malmix. Pour la crise, je n'ai pas fait une étude sur la crise, mais seulement, étant donné que je suis d'accord avec vous que actuellement je travaille sur un autre article, mais cet article-là ne parle pas de l'impact de la crise sur les banques islamiques, seulement lorsque j'ai trouvé que pendant 2008 et 2009, l'efficience technique n'a pas encore évolué, alors j'ai mis une hypothèse que peut-être que la crise a un effet, étant donné que j'ai utilisé la méthode de profit, et si on voit les bilans des banques islamiques en 2008, en 2009, leur résultat aura beaucoup diminué. C'est pour cette raison-là, surtout moi, que j'ai pris mes outputs, c'est les revenus intérêts et les revenus hors intérêts. Mais je n'ai pas parlé de l'impact de la crise sur les banques islamiques. Je vous remercie. Je passe la parole à Sid Hassan Alaoui, l'université.